And one more thing is that also we're working on the water resource in general. So she's working on planting trees and water weeds to make sure the water stays clean. Because we see climate change is affecting the stream of the water. So yeah, we're trying to see how can the water stay flowing all year round. And yeah, I think this is very nice, and we're really trying also in other communities to have this 70% female participation in those committees, which is really working quite nicely. And yeah, we have more of those examples, so yeah, just I hope to, I've also inspired you a little bit. And one of the things she said is, the things that men can do, women can do better. So let's keep that in mind today in this forum, and let's keep on sharing the stories of those women. Thank you. Thank you, Sandra. I like a word you said about changing the narrative, and I think it's a good transition to Liliane, because vous allez parler de la formation capacity building, etc. Donc it's a very good transition. Thank you so much for this transition. That is straight to the point. Merci beaucoup. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est d'abord, je suis ravie qu'on a cette diversité-là, et des hommes avec des femmes, et qu'on ne soit pas tout seul dans ces combats. Et je vais vous parler de la chaire pour tous, parce que c'est un projet dans l'éducation, et je trouve que l'avenir du monde, l'avenir de l'eau et l'avenir des femmes et des hommes, c'est à travers de l'éducation. Sans l'éducation, on n'arrive pas à sensibiliser. Et donc, le projet de l'AgroParisTech, donc, on a des membres fondateurs, et donc, comme on avait une commande aussi, que ça, c'est très important. Les bailleurs des fonds, aujourd'hui, nous demandent de vraiment montrer des actions concrètes sur les femmes dans les projets. Et nous avons créé, il y a 3 ans, donc, un réseau de Women's Network, OPT, au sein de la chaire pour tous, où nous avons aujourd'hui formé à peu près plus de 282 managers. Et Laetitia Bing, qui c'est une des femmes qui a travaillé à la Banque mondiale, un exemple au Ghana comme une guerrière, sa mère aussi, donc dans l'UNESCO, dans des grands points internationaux. Nous avons eu cette initiative de renforcer, donc on sait que les objectifs de développement durable 6, que c'est un des engagements de la chaire de former les futurs leaders de demain pour un meilleur management des services de l'eau, c'est de s'appuyer aussi sur l'éducation et sur les femmes. Donc on a créé un réseau qui aujourd'hui nous sommes 40 femmes unies, plus de 3 webinaires et des rencontres pour les coachings pendant l'année. On a une solidarité entre les hommes et les femmes qui ont été formées, parce qu'on ne met pas les femmes séparées. C'est un cours mixte et tout le monde a le droit d'avoir de leadership et la confiance en soi. Donc seulement une cartographie de la quantité des femmes et des hommes, parce que comment nous sommes recrutés. La chaire pour tous, pour participer dans le programme, nous avons les directeurs des grandes sociétés publiques de l'eau et de l'assainissement qui nous envoient leurs talents pour qu'ils apprennent à devenir les futurs directeurs. Et aujourd'hui, si on voit dans ce tableau de rapport de femmes-hommes, donc on voit qu'au Ouzbékistan, nous avons une équipe des hommes, dans la Jamaïque non, Haïtien, Géorgie, nous avons une. On peut passer les slides, c'est rapidement. Comme ingénieur, j'aime bien montrer les chiffres. Donc en Afrique, nous avons une vraie implantation locale. Il y a encore des efforts à faire, comme en Asie. En Asie aussi, donc le Pakistan, le Sri Lanka. Donc nous avons encore des exemples à améliorer. Donc on peut passer directement parce que... Donc le constat, c'est que des 282 élèves que nous avons eus, des managers, aujourd'hui 52 sont devenus directeurs. Des 52, combien sont devenus des directrices femmes? Donc on n'attend pas les 20% encore. Et c'est ça le travail qu'il faut qu'on continue à faire avec les directeurs des sociétés de l'eau et de l'assainissement. Et là, les prochains... Et ça, c'est les slides les plus importants. C'est pas moi que je suis ici. C'est ces femmes, ce sont les 40 femmes qui ont été formées par la chaire pour tous, AgroParisTech, qui ont besoin
qui ont besoin de vous, ont besoin des directeurs, parce qu'elles sont talentueuses, elles ont du talent et il manque quelquefois ces petits gaps de la barrière qui on les laisse vraiment pousser. Aujourd'hui, nous avons ici toute l'Indonésie, nos élèves que nous avons formés qui sont des directeurs et on voudrait voir beaucoup plus de femmes, ces 40 qui sont déjà formées par la chaire dans des stages plus hauts. Donc ça c'est un exemple concret et je pense que la chaire pour tous avec l'Agence française de développement, avec Suez, avec l'Agence méditerranéenne de l'eau et tous les partenaires que nous cherchons encore, donc c'est un appel à des partenariats pour booster des femmes. On reçoit des candidatures des femmes pour la nouvelle saison 2025 pour rejoindre ces réseaux de femmes là-dessus. Merci beaucoup Liliane, c'est très inspirant et c'est super d'avoir des photos ici de toutes ces femmes. Ça fonctionne. On va parler d'un dernier projet. On va essayer d'aller rapidement pour qu'il y ait un peu un temps de questions à la fin. Donc je change de casquette de modératrice à panéliste. Donc en fait, je ne me suis pas présentée au début, mais donc je m'appelle Marie-Sarah et je suis chargée de plaidoyer pour une ONG qui s'appelle le Secours Islamique France. Et en fait, qui est une ONG qui travaille pour l'humanitaire et aussi l'aide au développement dans une quinzaine de pays dans le monde. Et je vais commencer par une petite anecdote d'études quand j'étais en études. En fait, on a eu un cours sur l'analyse des besoins en humanitaire et notre professeur nous avait parlé d'un cas qui nous avait beaucoup marqué à l'époque. C'était qu'en fait, elle nous racontait une journaliste qui avait étudié en Afghanistan une ONG, qui avait en fait des Américains qui avaient construit un puits au centre d'un village en Afghanistan. Et en fait, le puits ne cessait d'être déconstruit souvent et d'être détruit. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'était les femmes qui le détruisaient elles-mêmes parce qu'en fait, le moment où elles allaient chercher l'eau, c'était leur seul moment de socialisation. Et donc ça, c'est juste pour vous faire un parallèle en fait avec l'importance de l'identification des besoins et de donner la parole aux principales concernées et que c'est important que ce soit les femmes qui décident de ce dont elles ont besoin. En fait, ce dont elles avaient besoin, c'était pas d'un puits, mais c'était de la connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est comment identifier les besoins, donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent donner vraiment ce qui est nécessaire pour leurs droits et leur redonner la parole et pas leur imposer des choix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait au CIF dans mon ONG, c'est l'identification des besoins spécifiques. Et ça, cette identification des besoins spécifiques, elle est très importante pour des projets intégrés. Nous, on ne fait pas forcément de projets spécifiques au genre, comme Simavie par exemple, mais en fait, on essaie d'intégrer dans chacun des projets des axes genre et en fait avoir toujours une sensibilisation sur le genre et les plus vulnérables. Et cette question-là de ne laisser personne de côté, tout à l'heure dans la présentation du début, dans le quiz, il y avait ce mot qui était revenu, c'est Leave no one behind, ne laisser personne de côté et toucher les plus vulnérables. Et malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont dans cette catégorie, pour toutes les raisons qui ont été évoquées depuis tout à l'heure. Mais par exemple, je vais donner quelques exemples de comment est-ce qu'on intègre le genre et les besoins spécifiques. Par exemple, dans les projets d'assainissement, on travaille par exemple sur les populations déplacées internes. Et donc, comme disait Lionel en fait tout à l'heure, c'est que dans les camps de réfugiés, dans les communautés, aussi dans les communautés hautes, en fait, c'est important de mettre en place avoir une pensée en fait pour le genre. Par exemple, d'avoir des toilettes hommes-femmes séparées. Ça, c'est vraiment un point essentiel, mais pendant longtemps, on ne pensait pas forcément à ça. Aussi, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est on met en place, par exemple, des lumières solaires la nuit pour en fait permettre d'avoir plus de sécurité pour les femmes, pour se déplacer, pour en fait qu'elles puissent aussi pareil, aller aux toilettes, se déplacer. Et la question de la sécurité est vraiment très importante et de la réappropriation en fait de l'espace public et de l'espace commun en fait, parce que sinon, s'il n'y a pas de sécurité, les femmes ne peuvent pas sortir et ça induit tous les autres problématiques sur les autres droits humains qu'on connaît. Aussi en termes d'hygiène menstruelle. Ça, c'est quelque chose qui a été longtemps tabou et en fait maintenant dans les kits de NFI, donc c'est non-food item, c'est dans les urgences, on met maintenant des protections hygiéniques et en fait on essaye de mettre des protections qui peuvent être réutilisables, mais souvent si c'est un contexte trop d'urgence et qu'il n'y a pas forcément d'accès à de l'eau, on ne peut pas se laver avec de l'eau potable ou au sein, on est obligé d'utiliser des protections pas réutilisables. Mais dans un souci d'écologie, maintenant il y a beaucoup d'ONG qui essaient de mettre en place de plus en plus des choses qui sont réutilisables, de limiter les déchets. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est pris en compte et qui est très important en termes de droit et de durabilité, et pour avoir le moins d'impact négatif possible, d'avoir le moins d'impact négatif. Donc aussi il y a évidemment la séparation homme-femme. Ensuite, en termes de
par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'impacter autre chose qui impacte le droit des femmes, ça c'est vraiment important et c'est un peu ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est que en fait faire un projet qui parle de l'eau et qui permet l'accès à l'eau potable, en fait ça a forcément un impact sur les droits des femmes et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est cette interconnexion en fait et c'est la même chose que pour les outils du développement durable, en fait agir sur un élément impacte forcément un autre élément et et c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est cette notion là en fait d'interconnexion et d'où l'importance en fait évidente d'avoir une approche intégrée et sensible au genre pour avoir en fait un impact plus durable et plus efficient sur le long terme. Et ça, par exemple, ce que nous on met un exemple qui peut être intéressant, c'est au Pakistan pour justement la réduction des inégalités de genre. En fait, la mise en place des pompes à eau avec système d'exhaust solaire. Donc c'est un système qui permet c'est comme une pompe à eau. En fait, ça a permis de réduire la charge de travail des femmes parce qu'avant, c'était une pompe à manuel. En fait, d'avoir eu ce projet, ça a réduit en fait leur temps de travail qui était de chercher l'eau. Et pour les femmes et les filles, en fait, ça leur a alloué plus de temps pour faire d'autres activités. Et c'était hyper intéressant, surtout pour les jeunes filles, parce que du coup, ça leur permet de plus aller à l'école, pour les femmes de développer des activités génératrices de revenus, et donc de, pareil, permettre une autonomisation financière qui est très intéressante, et qui permet en fait de réduire aussi l'inégalité au sein de la communauté. Et toutes ces choses-là, elles sont construites de manière participative et afin d'avoir le meilleur impact possible. Et je vais parler d'un dernier projet qui est aussi très intéressant, c'est la gestion des groupements de femmes et pour les permis de maraîchers irrigués au Sénégal. Et donc en fait, ce projet-là, et ça va faire le lien en fait avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours avec le PFE. On a visité à Bali une usine de tri des déchets et qui faisait le recyclage. Et en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'était que même si c'était les femmes qui avaient la gestion des déchets au sein de la maison, en fait, c'était les hommes qui participaient aux instances de décision au sein de la communauté pour prendre les décisions. Et cette question-là, elle est vraiment très importante, et on l'a abordée aussi tout à l'heure, la question de la participation aux prises de décision. Et ça, c'est vraiment un point essentiel en fait pour une meilleure, pour accéder à une équité plus tard. C'est que la notion même en fait si c'est les femmes qui ramènent l'eau nécessaire pour les besoins du foyer, en fait c'est toujours les hommes qui prennent les décisions concernant la gestion des ressources au niveau local et national. Et donc je vais juste présenter rapidement. Donc en fait c'était un projet de base, c'est un projet qu'on a beaucoup au Sénégal, c'est des puits donateurs. En fait ces puits-là ils ont été étendus à des bassins de stockage pour l'irrigation des périmètres maraîchers. Et en fait le constat c'était que les femmes étaient souvent marginalisées parce qu'elles n'avaient pas accès à des revenus. Donc, avec ces périmètres maraîchers, elles ont pu accéder et à des revenus et aussi en fait les comités de décision et les comités de gestion en fait de ces périmètres maraîchers, ils sont menés par des femmes. Donc c'est ce qu'on appelle des AVEC et des AGR. Et en fait, ces comités de gestion, ils ont permis aussi d'impacter sur un autre droit, qui est aussi le droit à l'alphabétisation. Parce qu'en fait, pour gérer ces comités, il fallait pouvoir compter, pouvoir lire, etc. Et donc, dans un premier temps, il y a eu d'abord un travail d'alphabétisation et de pouvoir apprendre à compter. Donc, ça a permis aussi d'avoir un impact là-dessus. Et une dernière bonne pratique, et après on peut passer aux questions rapidement. C'est quelque chose c'est vraiment un point pratique, mais c'est vraiment très important. Et c'est en fait au niveau des RH dans les ONG, dans les associations, dans les organisations, c'est d'avoir une référente ou un référent genre. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus, mais qui permet en fait d'avoir vraiment c'est vraiment un point pratique, mais ça permet qu'à chaque projet, en fait, on pense à intégrer ça et de façon pensée et intelligente et bien pensée. Donc ça c'est un point facile mais qui est assez pratique et facile à mettre en place. Voilà. Donc, je vais m'envoler. Désolée, c'était un peu rapide, mais on essaie de laisser du temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? Sinon j'ai des questions. Merci pour votre thème et all. I speak English much better. I'm sorry. I loved everything that you said about forming leadership out in the field and then also tracking some of the ways that female leadership is growing within organizations in the field and also within management.
I'm doing a gender equity survey about the ways we're looking at the connection between developing women's leadership out in the communities that our organizations serve and within our own. And so I would love to hear from some of you, some of the moments that you think have really helped you in your careers in terms of rising into leadership and sticking around and being one of those engineers who ended up staying. So were there mentors or allies? What are the functional ways that we as a part of the industry can retain and promote women? And if anybody wants to take one of these surveys, I'm collecting academic data about it, so I can pass this out too. Who wants to answer? Thanks so much for your question, and that is